à tous, merci d'avoir rejoint ce webinaire sur l'automatisation des tests. Donc l'automatisation des tests qui n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les nouvelles possibilités offertes avec l'IA et des nouvelles solutions. L'automatisation des tests, donc ça fait longtemps que c'est présent au niveau des développeurs pour les tests unitaires, mais là où les promesses n'ont pour l'instant pas été tenues, c'est pour tout ce qui est les tests fonctionnels et notamment tout ce qui est les tests de validation d'applications informatisées. On va voir qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles possibilités très prometteuses et très puissantes. Dans cette présentation, donc après une rapide introduction, donc Philippe nous rappellera l'opposition CSA-CSV. Après, donc pour ma part, donc je vous détaillerai déjà ce qu'on peut classiquement trouver comme bénéfice à l'automatisation, mais aussi les freins qui font, comme je vous disais, qu'aujourd'hui, au moins sur ce qui concerne les tests fonctionnels, tests utilisateurs, tests de validation, le déploiement n'a pas été aussi massif que les bénéfices pouvaient le laisser penser. Puis je vous détaillerai donc l'offre que nous vous présentons aujourd'hui, dans laquelle nous croyons énormément. Je détaillerai aussi comment tout ça peut se mettre en place sous forme de centre de service, et puis on procédera à quelques démos qui, en complément de ce qu'on aura vu dans le détail des services ADN, vous permettra, j'espère, de vous projeter sur vos applications. Et enfin, donc, on détaillera notre offre. L'introduction d'abord, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc ADN qui est présent depuis 1993 avec différentes solutions qui ont pu évoluer dans l'histoire, mais toujours dans l'idée de vous apporter de la valeur. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que cette présentation d'aujourd'hui s'inscrit. Donc, une grosse présence dans le secteur pharmaceutique et dispositif médical, même si c'est pas uniquement dans ces domaines-là que nous opérons. Et puis, donc, si ce sera pas forcément au cœur de ce qu'on verra aujourd'hui, une diversification sur le PLM depuis 2010. Donc, je laisse tout de suite la parole à Philippe sur l'introduction à CSA par rapport au CSV. Oui, donc depuis, je dirais, 3 ans, hein, il y a cette mutation qui est en train de s'opérer au niveau de la validation des systèmes informatisés. Hein. Donc on ne valide pas aujourd'hui comme on validait en 1993. 1993, c'était un petit peu le début, hein, et pour les anciens, là, le parton, c'est 97. Hein, voilà. Donc au début, on était vraiment très, très, très axé documentation. Et c'est encore aujourd'hui le cas, hein, pour beaucoup de clients, où c'est quand même la documentation qui est la preuve de validation maîtresse en cas d'inspection, soit client, soit réglementaire. Ça, c'était l'approche CSV, Computer System Validation. Et si tu appuies pour avoir la slide suivante, voilà, on inverse un peu. Hop, mais par contre pas trop, voilà. Hein, ok. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche critical thinking, donc en fait avoir un peu plus un œil un peu plus critique sur les activités. Et en fait, dès qu'on commence à avoir cette approche un peu plus d'œil un peu plus critique, ben en fait, on se rend compte que la documentation, ben, très souvent, le rapport effort-bénéfice, il n'est pas forcément toujours flatteur. Hein. Alors, il est flatteur ou dans le sens où ça permet de passer les inspections, ça c'est clair et net, donc c'est déjà un élément important. Hein. Mais en fait, c'est quand même beaucoup d'énergie
Et parfois c'est un peu disproportionné par rapport à l'objectif. Donc ça, je pense que c'est une prise de conscience générale de l'industrie, en particulier, je dirais, de la FDA. Bien évidemment, avec ce qui se passe aux États-Unis actuellement, bah, on voit bien qu'on veut déverrouiller l'aspect réglementaire, hein, pour libérer l'innovation. Donc ça, c'est pas innocent. Euh, donc l'idée, c'est quand même de dire, bon voilà, ok, on a fait de la validation pendant des années d'une certaine manière, très bien. Voyons comment on peut travailler un petit peu différemment. Donc ça, c'est cette approche CSA, Computer System Assurance, qui a plus se focaliser sur les process, peut-être un petit peu moins dans la documentation, comme c'est voilà, représenté là d'une manière assez schématique sur ce slide. On peut peut-être passer au slide suivant, qui va détailler un peu qui plus va tout ça. détailler. Voilà. Tu peux peut-être encore aller. Voilà. Que Donc avant, j'affiche. on avait la conformité, elle était basée, je dirais, sur le document, hein. Euh, on avait un peu tendance, même si on avait des analyses de risque, en fait, il y a beaucoup de gens qui faisaient l'analyse de risque, mais au final, bon, on testait quand même beaucoup de choses, hein, et même de l'aveu de certains, ils disent oui, on en teste trop. Voilà. Avec le CSA, on réappuie sur l'analyse de risque, hein, pour se focaliser sur les risques, je dirais, les plus critiques. Et on va aller vers l'utilisation des tests dits scénarisés, c'est-à-dire en fait les fiches de test telles que vous avez l'habitude la plupart du temps de les avoir, c'est-à-dire que description du test, résultat attendu d'une manière relativement détaillée. Ça, c'est ce qu'on font la plupart des entreprises, vers l'utilisation de ces tests scénarisés essentiellement pour les fonctions, je dirais, les plus critiques. Donc, le CSA renforce cette initiative qui était déjà lancée, mais le CSA, il a pour vocation à essayer d'atteindre cet objectif, c'est d'inverser cette proportion, 80% de documentation, 20% de tests, donc soit de tests réalisés, soit de tests réellement effectifs. Voilà. Donc, avec une approche CSA, on va faire moins de documentation, mais plus de tests. Voilà. Euh, et donc, on va voir que c'est un peu le sens de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire plus de tests, mais comment conserver ces preuves de tests. Et on va voir que l'IA euh, bah, nous permet d'avancer. On avance. Donc tout ça, ça a été repris par le GAMP 5 seconde édition, hein, où on l'utilise, enfin ça fait, encourage très fortement l'utilisation de solutions informatisées, voire automatisées. Donc, dans un premier temps, être capable de de passer du test que je qualifie de papier, c'est-à-dire la fiche de test Word que vous allez imprimer, enfin, vous allez renseigner, et puis ensuite que, alors aujourd'hui, maintenant, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'avancées. Maintenant, c'est signé avec électroniquement avec du DocuSign, hein, beaucoup. Ça, c'est l'effet Covid. Mais c'est de passer du test, fiche de test papier vers un outil de gestion de test, que ça soit Azure DevOps, que ça soit X-Ray ou d'autres. Voilà. Donc, premier avantage, c'est que vous allez pouvoir exécuter d'une manière électronique, vous allez renforcer la dimension intégrité sur les tests, vous allez pouvoir avoir des KPI, une visibilité, vous allez pouvoir aussi réutiliser vos fiches de test beaucoup plus facilement. Voilà. Ça nécessite, j'en discutais cette semaine aussi, quand même un temps d'adaptation à ces outils de test. Donc, il faut simplement se former. Donc là, je parle de tests manuels, hein. Donc nous, on est plutôt, comme vous le savez, je dirais, sur la suite Atlassian, hein, avec Jira, X-Ray, Confluence. Une fois que les gens sont bien formés, ça se passe bien. Mais il ne faut pas négliger cet aspect formation. En tout cas, le GAMP 5, il dit, bah voilà, avec les outils de test, bah, vous avez moins de problèmes de,
enfin, moins d'erreurs. Et il encourage même à dire, maintenant, n'essayez même pas d'exporter les documents, gardez les documents dans les outils. Évidemment, l'utilisation de ces outils-là, le frein, très souvent, c'était la validation de ces outils. Donc le GAMP5 apporte une avancée majeure en disant, ne validez pas ces outils-là comme vous validez un ERP, hein, faites un rapport d'adéquation. Voilà. Donc ça libère quand même, ça facilite l'utilisation de ce type d'outils. Donc le GAMP5 évidemment favorise donc les outils de gestion de tests manuels, mais également aussi les tests automatisés. Dans ce GAMP5, j'en profite aujourd'hui pour dire qu'on va favoriser aussi l'utilisation, enfin la méthode agile, notamment dans des contextes GXP. Voilà, simplement pour faire de l'agile dans un contexte GXP, il faut peut-être d'abord au préalable être capable de faire du cycle en V avec des outils, parce que sinon la marche est un peu haute. Donc tout ça pour dire que l'idée, la tendance actuellement, c'est quand même moins de documentation, plus de tests, et la tendance, c'est utiliser les outils euh, pour sécuriser vos validations et rendre vos validations euh, plus efficaces. Voilà. Et notamment en automatisant tout ou partie. Mmh. Alors, Les peut-être tests. qu'avant Mmh. avant de continuer sur ce qui a trait précisément à l'automatisation, peut-être qu'on avait quelques petits sondages à lancer Ouais, avant de poursuivre. oui, pardon. Alors j'ai deux sondages, je vais le lancer si vous voulez bien y répondre. Ah, on n'est pas sectaire, on accepte même les consultants, hein, concurrents ou pas. Mmh. Alors par contre, on n'a pas beaucoup de votants, hein. Mmh. Voilà, on a que 53% de votants. Ah ça y est, ça augmente. 59. Voilà, 65. Si on pouvait monter, dépasser les 80, ça serait formidable. On aime bien les Encore une scores personne ou deux. soviétiques. Ouais, j'ai encore une personne ou deux qui n'a pas voté. Pom pom pom. Ok, bon, peut-être que on aura un meilleur score pour la suite. Donc là, on est à 76. Je vais partager les résultats. Voilà. Donc on a essentiellement des responsables validation de systèmes informatisés, des gens de l'IT et Cara. Donc vous voyez, entre l'IT et la VSI, c'est très intéressant, c'est assez équilibré, hein, et c'est très révélateur. On voit que l'IT, d'une manière générale, est intéressé par tout ce qui est automatisation au sens large, hein, et que la VSI veut y aller aussi, mais voilà, il sait pas trop encore comment y aller, hein. Alors, j'ai une autre question. Je ne sais pas si on la pose maintenant ou on la pose après sur les types d'outils, François, comme tu veux. Oui, je pense qu'on peut les poser maintenant, puis comme ça, après, Ok. j'enchaîne sur la présentation. Alors, quels sont les types d'outils que vous avez à valider? Si vous pouvez répondre. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de votants, hein. Et si pour les gens qui répondent autres, s'ils pouvaient me mettre un petit message, voilà, bon, comme ça, on voit un peu ce qu'on peut en faire. Mettre un petit message dans le chat sur les autres, si c'est ni un ERP, ni un CRM, ni un PLM, ni un LIMS. Alors évidemment, il y en a qui me répondent, on fait tout, hein, forcément. Ok. Pourquoi choisir? Donc, je vais partager le résultat. Effectivement, l'automatisation, ça intéresse les gens qui sont plutôt sur des gros systèmes, hein. Voilà, donc des ERP, c'est pas surprenant, des LIMS, c'est pas surprenant. Voilà. Par contre, effectivement, il y a les bancs de test et les applis internes, ça c'est intéressant.
C'est pour ça qu'on a posé cette question-là, parce qu'on va voir que toutes les applications ne sont pas full web SaaS, quoi, hein. Ok, allons-y, François. Bon, j'avance, puis on posera la dernière question un peu plus tard. Donc les bénéfices, si on les résume, donc ce qu'on attend, c'est de pouvoir trouver facilement les régressions dès qu'il y a une évolution, que vous changez la- les fonctions de votre système, ou que l'éditeur vous impose une montée de version. Donc il peut y avoir des régressions sur vos processus essentiels qu'il est intéressant de pouvoir détecter. Quand vous êtes en charge du développement, c'est améliorer la qualité du code pour avoir le moins de bugs possible, pouvoir, par rapport à une exécution manuelle où chaque fois il faut faire la balance entre le temps qu'on va y passer et le nombre de tests qu'on va passer, on se pose plus de questions. Quand on a des tests automatiques, on les exécute aussi souvent qu'on le veut. On a du coup une meilleure couverture de tests. Ces tests-là peuvent même être intégrés, ce qu'on montrerait un peu plus tard, dans des pipelines CI/CD. Donc là où on a assez souvent naturellement des tests unitaires, des tests de qualité de code, des tests de, 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 de vulnérabilité, donc tout ça ce qui est automatisé, les tests d'interface, tests utilisateurs, sont plus rarement présents dans les pipelines CI/CD et grâce aux solutions qu'on va proposer. Donc c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Et puis il y a une réduction des erreurs humaines. Là on parle des testeurs, hein, qui quand ils exécutent des tests, ils peuvent aussi faire des manipulations incorrectes. Là, avec un test automatique, on n'a pas ce genre de problème. Ça peut être lié à des choses qu'on vient de voir, nous aider pour tout ce qui est gestion des changements, et parfois la complexité de déterminer où vont être les impacts. Je fais évoluer une fonction, est-ce que les fonctions préexistantes sont impactées ou pas? C'est pas toujours facile de répondre de manière fiable. Là, comme on va moins se poser les questions des tests qu'on exécute ou pas, on aura moins besoin de passer du temps à faire des analyses d'impact précises. On va effectivement gagner tout ce temps, à la fois d'exécution de tests et puis analyse d'impact détaillée, ce qui va nous permettre, même si dans un premier temps, effectivement, il faut bien rédiger les scripts automatiques, on va très rapidement revenir avoir un retour sur investissement. On aura au final donc des livraisons en production plus fiables, une meilleure collaboration entre les développements et testeurs, et puis donc une meilleure expérience, notamment là, du fait qu'on aura des livraisons plus fiables. Les utilisateurs expérimenteront beaucoup moins souvent des régressions. Bon, tout ça paraît bien beau, pourtant c'est pas si souvent que les tests fonctionnels sont automatisés. Il y a en partie des bonnes raisons pour ça. Donc les scripts automatiques, il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences parce que à chaque évolution de l'application, ils étaient obligés de revoir leur script parce que dès que l'application a un petit peu évolué, les scripts ne marchent plus tel quel. Donc c'était pour ceux qui auraient expérimenté des solutions type Selenium ou similaires, c'est souvent les problèmes qu'on rencontre. Il y a des limitations des types de tests qu'on a du mal à faire à expliquer un robot, des tests qui sont plus qualitatifs ou tellement dynamiques qu'on a du mal à lui prédire précisément ce qu'il doit faire. Et puis donc du fait que ces tests sont très dépendants du code de l'application à tester, on a une maintenance qui finalement nous fait perdre l'avantage qu'on pouvait espérer. Ce qui pouvait faire aussi peur, c'est que le coût initial peut être élevé. Avant d'y gagner, faut quand même être capable d'investir, et de rédiger un script automatique, c'est un peu plus compliqué que rédiger un test manuel. C'est aussi un problème que c'est pas les mêmes compétences dans les solutions qui existaient. Donc ça, c'est des choses qui changent un peu avec ce qu'on va vous montrer, mais il fallait
quand même souvent avoir des bonnes compétences de développeurs, et c'est pas les mêmes personnes qui faisaient les tests manuels qui pouvaient faire rédiger les tests automatiques. On a plutôt tendance, par rapport à la non-régression, plutôt à se mettre les efforts plutôt sur les nouvelles fonctionnalités, plutôt que s'intéresser à la non-régression. Et puis, donc, comme je dis, un processus de développement, le fait que ces tests automatiques, ce n'était pas forcément facile de les communiquer, les faire exécuter par les développeurs, intégrés par exemple dans une chaîne CI/CD. Donc, ça pouvait être aussi des choses qui n'étaient pas maintenues et qui du coup étaient vite périmées. Et puis aussi des aspects humains. Alors ça n'a pas forcément complètement disparu, aller vers des nouvelles solutions qui révolutionnent la manière de concevoir la validation, ça peut faire peur. Donc, avant de détailler ce qu'on vous propose, donc justement qui va répondre un peu à tous ces freins, qui va nous permettre de conserver ces bénéfices tout en éliminant les freins qu'on vient de voir. Peut-être, Philippe, on peut lancer le dernier sondage sur les expériences que vous auriez sur des solutions de tests automatisés, si ça a été le cas. Philippe, je t'entends plus, je sais pas si tu as coupé ton micro. Non, non, mon micro est bien. Je suis en train de grignoter, pardon. D'accord. Par contre, ces solutions no-code, low-code, ça nous intéresse d'avoir un peu les noms, hein. Alors, on me dit toutes ces solutions, Kevin. Allez, voilà. Kevin, il s'occupe du sujet. Panaya. Clevrite, UFT, Texima, ok. Ok. Alors, cette fois-ci, on a eu un vote à 94%. Formidable. Donc, on va partager Ouais. le résultat. Donc, en fait, on a quand même une grosse majorité qui s'est pas lancée, hein. Et on a quelques personnes qui se sont lancées sur Selenium et quelques-uns là qui ont commencé des solutions un petit peu no-code. Très bien. Ah, Donc, et Kevin qui me répond, c'est un hot topic pour nous. Oh là, mon Dieu. d'accord. Tant mieux. Alors, allons-y. Donc, je présente déjà en largeur ce qu'on vous propose. Donc, c'est une plateforme qui va vous permettre d'automatiser vos tests sans que vous ayez des choses à déployer chez vous. Donc, on met à disposition à la fois une plateforme qui peut s'intégrer à la vôtre si vous avez des solutions type X-Ray, Azure DevOps. On peut aussi, on a aussi cette partie dont parlait Philippe de plateforme Atlassian X-Ray qui permet de s'occuper de gérer les tests manuels, et la partie automatique s'intègre à X-Ray comme à Azure DevOps. Donc on saura aussi s'intégrer, comme j'indique ici. Donc vous fournir toute ou partie des moyens nécessaires à mettre en place la politique de validation. Donc les nouveautés là que je vais vous détailler dans la suite, donc ça répond à la fois des problématiques de maintenance, de limite des tests qu'on ne pouvait pas forcément facilement automatiser. C'est les nouvelles possibilités déjà d'intelligence artificielle, soit déjà pour analyse d'image, mais aussi plus largement d'IA, type prompt IA, qui sont très très intéressantes à mettre en œuvre. Donc ça va pouvoir être utilisé pour tout ce qui est test de non-régression notamment, mais aussi il y a une utilisation qui est
qui remonte assez souvent, c'est qu'il y a même quand on fait des tests manuels, c'est assez fastidieux de préparer les données qui vont permettre de faire le test. Et ça aussi, les solutions d'automatisation, c'est très intéressant de ce point de vue. Avec aussi donc la solution qu'on propose, c'est assez haut niveau de sécurité. Là, ce qu'on va apporter, donc c'est en vous aidant à mettre en place cette politique d'automatisation, c'est que donc nous on a une expérience sur bonne manière de rédiger les scripts pour aussi les rendre plus robustes. Le fait aussi que, alors ce sera surtout vrai pour les applications type logiciel sur lesquelles on a des grosses capacités de capitaliser avec des bibliothèques existantes qui vont nous permettre d'être aussi beaucoup plus efficaces sur la création de tests sur. Ça, c'est important parce que bon, là, on va parler de choses un peu avancées, enfin, mais il y a déjà le passage à la dématérialisation des tests manuels avec des bibliothèques et l'accès à un certain nombre de fonctionnalités qui vont favoriser la réutilisation et le paramétrage de vos fiches de test manuelles. Voilà. Ouais. Il y a déjà un gain très substantiel. Voilà. Et donc, ce qui vous permet de passer directement à la VSI qu'on appelait 4.0, qui va vous permettre donc de. Oui, tu disais Philippe. Bah, c'est là où on va utiliser encore le levier IA et le levier des modèles en fait disponibles. Voilà. Et en fait, bah, tous les éditeurs de logiciels bah, utilisent aujourd'hui ce levier pour améliorer leur fonctionnalité. Effectivement. Bon, par rapport aux applications éligibles, donc c'est assez large, hein, ça va être toutes les applications web, en distinguant, il y a un petit paramétrage à faire si selon que votre application est accessible sur Internet ou uniquement en réseau local, mais on peut adresser ce cas-là. On adresse aussi les applications mobiles ainsi que les applications de bureau, donc à condition juste d'autoriser les connexions RDP, Remote Desktop Protocol. Donc tout ce que je vais montrer maintenant, là, les capacités de manipulation de ces applications seront applicables aux 3 cas. Donc la solution qu'on va vous proposer, justement, elle se distingue très nettement des solutions type Selenium, Appium, ou même ce qui vient parfois, il y a des habillages de Selenium, Appium, de type Catalone, BlazeMeter, ou autres qui finalement on rencontre les mêmes difficultés. C'est qu'on a des tests sur lesquels la maintenance a du mal à se réduire. Donc les scripts, donc outre le fait qu'il faut être développeur pour rédiger ces scripts, le développeur, c'est pas juste, on n'a pas juste besoin pour créer le test, on a besoin aussi pour le maintenir dans la durée. Et puis donc pour manipuler donc, contrairement à un utilisateur qui lui est capable de savoir quand est-ce qu'il faut attendre sur les opérations un peu longues, le script, il faut tout lui apprendre pour savoir quand est-ce que c'est normal que le bouton OK soit pas encore présent avant de cliquer dessus. On a aussi donc aussi des dépendances, contrairement à ce que je vais vous montrer, on est nous très indépendants du fait que, voilà, que sur quel navigateur ça s'exécute. Parfois il y a des petites subtilités qu'il faut aussi gérer en termes de code. Donc au final une maintenance qui est assez coûteuse et qui fait perdre le bénéfice de ce qu'on attendait de l'automatisation. Là, la solution donc on vous propose, avec ici un exemple sur CGX3, c'est une solution type no code. Voilà. Et à part quelques cas, on va devoir faire un petit peu de code. C'est vraiment quasiment du no code, comme l'exemple ici. On va s'adresser à l'application avec en anglais, avec un certain nombre de mots-clés. Puis là, on a un script qui va être assez facilement lisible parce que ce qu'on manipule ici, c'est rien d'autre que ici c'est une transaction CGX3 qui va créer une commande d'achat et manipuler un certain nombre de champs et
d'onglets qui sont présents dans le formulaire. Pour au final, donc déjà des scripts qui vont être beaucoup plus faciles à écrire et sans avoir besoin d'être un développeur, et puis donc des rapports de test qui vont nous afficher le résultat dans l'application, un résultat détaillé ou pour chacune de nos commandes, on va voir ce qui se passe dans l'application. Ça s'applique aussi à d'autres. Ici, par exemple, un exemple de PLM. Là, c'est ni 3D Experience ni Team Center, c'est le PLM Arras que certaines personnes connaissent peut-être, où vous allez vous retrouver un peu le même genre de commandes. On clique sur des boutons, des menus, on lui dit éventuellement d'attendre, donc on quand même lui donner des timeouts s'il n'a pas répondu en un certain nombre de temps, on sait que ça c'est pas normal. Et puis derrière, donc on va pouvoir remplir nos formulaires, valider comme le ferait un humain. Un autre exemple aussi qui marche très bien, c'est Salesforce, où on va pouvoir se connecter à l'application, ici faire une recherche, rechercher un, un, un certain nombre d'informations, notamment, donc un petit peu en avance de phase, je reviendrai un petit peu là-dessus, c'est que là on a des contrôles, on peut avoir des contrôles assez intéressants. C'est donc l'utilisation de cette intelligence artificielle va permettre de faire donc des sortes de prompts dans nos scripts où on va pouvoir s'adresser à lui en anglais. Donc là, en l'occurrence, dans mon script, j'arrive sur ma page où j'ai mes factures pour une certaine opportunité et je veux vérifier que j'ai bien uniquement 5 lignes et que toutes ces lignes ont bien correspondent à des factures qui ont été réglées. Ben, voilà, j'ai pas besoin de connaître beaucoup comment l'application est structurée. Je lui parle en anglais. Je vais peut-être juste revenir là-dessus, là, avant de Oui, passer. oui, Donc c'est là, quelque chose à compléter. par rapport à une fiche de test Word classique, bah, vous avez votre enter, clic, machin, nanana. Et en fait, le résultat attendu, vous n'aurez pas un résultat attendu. Le résultat attendu, ça sera check. Voilà. Check, then. Et là, vous allez mettre un prompt. Voilà. Donc forcément, c'est sûr qu'en termes. Alors bon, premier élément, vous voyez que quelqu'un qui est capable de rédiger des fiches de test manuelles, c'est accessible pour lui. Hein. Juste un peu, effectivement, de paradigme à changer. Et ensuite, il va pouvoir faire l'effet levier du check avec le prompt où là, il va. Bon, je vais pas appeler ça un prompt engineer, c'est peut-être un peu quand même un peu dépassé, enfin un peu ambitieux, dirons-nous, mais l'idée, elle est là. C'est que au lieu d'avoir une description du résultat attendu super précis, super machin, bah, il va pouvoir s'exprimer dans un langage naturel, je dirais, sous forme de prompt. Et peut-être que effectivement, ce qui va se passer, c'est que bah, au fur et à mesure, bah, les gars, ils vont avoir une liste de prompts qui vont bien, quoi. Hein. Mais c'est ça le changement de paradigme. Alors là, on gagne un peu quand même sur la rédaction de la fiche de test. C'est plus simple. OK? Puis après, bah, on va gagner par la suite, vous allez voir. Euh, Oui. hein. À la fois, c'est vrai que la rédaction est facilitée, les compétences à avoir sont quand même pas Et aussi là, on n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de importantes. code, quoi. Donc, quelqu'un qui n'est pas programmeur, qui n'a jamais programmé de sa vie, c'est accessible. En clair, c'est accessible pour quelqu'un qui a fait de la VSI ou un fonctionnel. Pas de problème. Et donc, en termes de robustesse et de maintenance, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait faire avec des solutions type Selenium. Donc là, si on revient sur les exemples qu'on a vus au-dessus, là, bah, là, il vérifie que dans la colonne solde dû, hein, qu'on retrouve ici, bah, tout est à 0. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail de la structure HTML de la page pour savoir où aller chercher cette information. Et quand l'exécution va être faite, bah, il va
pouvoir me justifier de manière détaillée les choses que je lui demande, de manière aussi en me répondant un peu comme un chat GPT. Donc moi, je lui Donc avais là, dit 0, il ça a va. compris que quand il y a 0.0, bah, ça veut dire 0. Donc là, ça vous aide forcément à faire l'analyse de l'exécution. Autre chose, là, on a pouvoir des limitations, c'est quand on a là c'est l'exemple d'une application, en l'occurrence, c'est notre plugin Confluence DMC, on a des vues qui sont des images. C'est des images qui contiennent du texte, mais le texte, la review approve, c'est aussi des images. Donc là, je peux déjà, donc on verra après là, avec la capacité OCR, je peux lui faire accéder à lire ou manipuler du texte dans des images. Et puis là, je peux aussi, sur la partie du bas, là, je vais demander de vérifier qu'il y ait bien une part orange et une part verte. Et encore une fois, quand il va le contrôler, il va me dire oui, c'est vrai, c'est bien ce que j'ai trouvé dans l'application. J'ai bien une part verte qui correspond à la partie approved et une partie orange qui correspond à la partie review. Donc là, sur la capacité OCR dont je parlais, je dis donc, je vous demande de me croire, hein, si c'est pas un texte, c'est une image, mais il va être capable de trouver le review dans l'image. Donc avec des petites subtilités de langage pour lui expliquer ça. Autre chose qui est intéressante, c'est que la solution qu'on vous propose, donc elle s'intègre là ici j'ai montré X-Ray, mais c'est aussi le cas avec Azure DevOps. Donc on peut lier les exécutions qu'on va faire à des cas de test X-Ray ou Azure DevOps, aussi Testray et d'autres intégrations qui existent. Et donc là c'est le cas de X-Ray, quand on va exécuter, hein, en lançant nous-mêmes l'automatisation ou via une pipeline, bah, il va nous créer un X-Ray test exécution qui sera bien lié au cas de test que j'avais renseigné dans mon cas de test automatisé. Donc l'intérêt, on y voit, c'est qu'au final, on peut avoir des campagnes où vous aurez une partie non-régression qui est automatisée, mais aussi des tests manuels que vous aurez fait sur des nouveautés, donc pas encore automatisés. Donc ça permet d'avoir un rapport un rapport de test qui combine à la fois des tests automatiques et des tests manuels. On a aussi possibilité, hein, alors soit de manière automatique, soit manuel depuis la plateforme d'automatisation, de créer des anomalies. Ici, on voit sur mon exécution, bah, j'ai créé un defect de manière automatique quand je suis tombé sur un step en échec. Je vous ai parlé, donc ça pouvait s'intégrer dans les pipelines CI/CD. Donc, outre le fait que dans les pipelines, on a souvent des tests unitaires, en l'occurrence, je sais plus si c'est du JUnit ou NPP Unit, et puis des tests de vulnérabilité. Là, on a pu intégrer nos tests fonctionnels, tests d'interface. Ce qui permet vraiment une meilleure collaboration. Donc on intègre le développeur, il bénéficie immédiatement des tests qui ont été définis par l'équipe QA. Ce qui évidemment fiabilise les modifications et permet d'avoir un retour rapide. Donc ça c'est l'exemple de notre pipeline sur notre plugin DMC. Donc ça nous a régulièrement servi à détecter des erreurs avant mise en prod. Donc on a là, précédemment c'était quand ça se passe bien, donc là le cas d'une pipeline qui se passe mal, donc on peut du coup bloquer le déploiement d'une application si les tests fonctionnels se passent mal. Donc ce qu'on vous propose, donc c'est de mettre en place cette solution hein, sous forme de centre de service, hein, avec de fait un minimum de choses à déployer de votre côté, avec une première étape qui va nous permettre de faire un état des lieux hein, pour voir par rapport à votre existant, qu'est-ce que vous avez automatisé, qu'est-ce que vous avez comme existant de fiches de test, hein,
pour voilà, définir une stratégie d'automatisation, puis après si cette étape est concluante, ce qui sera certainement le cas le plus souvent, on va pouvoir planifier la montée en compétence des tests automatisés sous forme de planification et des déploiements. Et puis, comme très généralement dans les centres de service, on a une phase de probation où on va peut-être rencontrer des petits soucis qu'on arrivera à régler avant de passer dans la phase de routine où on va plutôt être en amélioration continue. Je voudrais juste te dire deux mots là-dessus, hein. Enfin, on peut le Oui, mettre, on peut le dire aussi, parce que j'ai eu deux faut que je remarques là. vérifie. Oui, J'ai eu une question de Kevin sur est-ce que le résultat des checks est constant? Et puis j'ai une autre question sur est-ce que l'outil permet de générer euh, hein. Pour l'instant, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, les résultats des checks, ils sont constants. oui, OK? Néanmoins, et c'est pour ça qu'on propose ça aussi en centre de service dans un premier temps, et on le fait en toute transparence, hein. C'est quand même des technologies qui sont émergentes. Voilà. C'est pour ça que nous, on recommande de superviser quand même. Voilà. Hein. Parce qu'on se doute bien qu'à un moment donné à un autre, de temps en temps, le truc, il va, voilà, bon, halluciner, qui est un peu le terme à la mode, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, il va peut-être pas, comment dire, faire le bon check. Donc, on pense qu'effectivement, dans un premier temps, il est quand même prudent de superviser, hein. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on a constaté, oui, c'est très fiable, c'est constant. Ouais. très constant dans le temps. Ouais. Deuxième question, c'est est-ce que on est capable, est-ce qu'avec l'IA, il est capable de générer le cas de test? Alors, on a fait des essais. Effectivement, aujourd'hui, il est capable de générer ce que vous avez vu là, clic machin, clic ceci, clic cela, check bidule, etc. Voilà. Bon, sur une simple phrase, qui est lui dire, ben, teste-moi les ordres d'achat, machin. Bon, là, en toute transparence, pour l'instant, on a un résultat, mais qui demande à être repris, quoi. Voilà, c'est pas, ça tombe pas pile poil. Bon, on est en train de voir un petit peu si on peut améliorer ça, comment on peut l'améliorer. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, on en est Ouais. là. Et c'est pour ça qu'on propose ce centre de service. Mais il nous reste que 15 minutes. Et donc, si on veut voir un petit les démos. Oui, Ouais. quelques petites démos un peu plus détaillées, Mm. pour aller plus loin que les captures d'écran. Donc le premier, c'est pour montrer un petit exemple sur du Sage X3. Donc c'est une transaction de commande. Alors, attends, faut que je sais pas si je peux. Si je voulais. Je démarre sans, sans le son. Donc là, c'est une transaction de création d'une commande d'achat où ce qu'on veut démontrer, c'est que on a des articles qui pour que on doit avoir un warning quand l'article n'est pas référencé. Donc si j'avance un petit peu dans la En fait, il faut que le couple fournisseur-article soit validé. Donc, voilà, exactement. S'il est pas référencé, donc là le premier, donc c'est lui ça se passe bien. Si j'avance un petit peu pour vous montrer ce qui se passe quand je vais prendre c'est là on arrive le 9, celui qui finit par 9400, lui, il n'est pas référencé et donc je vais avoir ce genre de message. Donc ça, je peux demander de tester que ça arrive bien. Donc là, le type de script qu'on va faire, donc on retrouve les commandes que ferait un utilisateur. Dans un premier temps, donc on va faire on va faire à l'inverse de ce qui est montré dans la vidéo précédente, on va d'abord faire avec l'article qui est pas référencé et vérifier
qu'on a bien le message qui apparaît, puis après on le refera avec l'article qui marche bien, et là on pourra aller jusqu'à la création, que la création se passe bien. Donc le résultat, ça va être ce, ce genre de choses où on va pouvoir, on voit que l'outil il a bien manipulé Sage X3 pour ouvrir les fenêtres, voilà, demander la création d'une commande d'achat, cliquer sur le bouton nouveau, il renseigne le fournisseur, il va dans la partie qui s'appelle en l'occurrence ligne, on va pouvoir rentrer l'article, il rentre celui qui ne doit pas fonctionner, et il a bien eu le message, et on a bien l'explication comme quoi ça s'est mal passé, avec l'explication voilà, détaillée on a utilisé un check IA où il nous montre bien qu'il a compris que le message était apparu, et puis donc on reprend avec aussi le cas qui se passe bien, saisit celui qui est référencé, et là on va pouvoir aller au bout de la transaction. Alors il y a d'autres messages qui apparaissent mais qui sont pas liés à ce qu'on cherche à tester. Il faut renseigner un prix, et puis là ce qu'on appelle une fonction, un axe, voilà, c'est dans le champ fonction qu'on va faire un peu plus loin. On lui renseigne l'information qui lui manque, et là cette fois-ci la création fonctionne. Voilà pour cet exemple sur CGX3, sur aussi d'autres mises en œuvre de ces contrôles. Le fait de pouvoir manipuler à la fois des graphiques comme je vous l'ai montré, et puis aussi des tableaux qu'on peut avoir assez souvent dans les différents types d'applications. Bah là j'ai mon script où je vais me connecter à Confluence, donc avec des petites macros de haut niveau que j'ai pu créer pour définir des séquences d'actions qui sont réutilisables dans différents scripts. Et surtout, au-delà des tests là, qui vont utiliser l'intelligence artificielle, donc un qui va bien se passer, puis un autre où intentionnellement j'ai fait un test qui va se révéler, qui va échouer. Donc je vous montrer comment ça se passe. Là, en fait, ce que j'ai fait dans ce script, c'est que je récupère le nombre de lignes qu'il y a dans le tableau du bas, d'une part. Je récupère le nombre de lignes qui sont au statut approved. Je capture par ailleurs dans les métriques qui sont affichées en haut de la page, ces deux métriques-là, et je vérifie que ce que j'ai compté en nombre de lignes dans le tableau et ce qui est affiché comme métrique correspond. Donc ça, c'est un check sans intelligence artificielle. Et puis derrière, celui qui utilise l'intelligence artificielle, c'est dans le tableau, je vais vérifier que ma colonne version DMC, j'ai bien la valeur 0- dans les deux premières lignes, et puis je lui demande de vérifier que j'ai une seule occurrence avec une version DMC à 0.1 qui lui va échouer, parce que en l'occurrence ça va être faux dans mon exemple. Donc le résultat, l'exécution, voilà, je passe tout le début, il se connecte, et on arrive sur la page que je vous ai montré tout à l'heure, et là on en arrive au contrôle. Donc tout d'abord, donc les contrôles où on va vérifier là qu'il a bien réussi à capturer le nombre de lignes, il a réussi à compter le nombre de lignes total, nombre de lignes statut approved, 6. Et puis après, donc quand je lui ai demandé de capturer ici les métriques, il a pu vérifier que le contrôle
d'égalité était rempli. Après, j'ai les cas des deux tests UI. Donc, d'abord, celui qui se passe bien. Donc, on voit que l'explication. Et puis, celui qui se passe mal, là aussi, j'ai une explication qui lui dit, où il nous dit, tu t'attendais à avoir une seule occurrence, ben non, il y en a plusieurs. Je profite là de ce petit intermède pour. J'ai deux questions et je voudrais les partager. Hein. Il y a une question, c'est j'imagine qu'il y a du code derrière tous les mots-clés des scripts de test. Est-ce que ce sont des librairies standards ou doivent être créées pour chaque type d'application à tester? Non, justement, il n'y a Non, pas de c'est ça. code. C'est ça qui Mais oui, est je te puissant. laisse répondre. Vas-y, François. Il y a absolument pas de code. Il y a, euh, dans certains cas exceptionnels, on a fait des 3 lignes de JavaScript pour des cas un peu compliqués, mais très sincèrement, 99% des instructions, il y a zéro code. Deuxième question, je suis désolé parce que j'ai un peu de temps, c'est et sinon, est-ce que votre solution propose un mode d'apprentissage enregistrement des actions réalisées sur écran? Alors, il y a ça aussi. Il y a un plugin Chrome qui permet un recorder Chrome qui permet Qui va vous permettre de faire un premier enregistrement et puis ensuite qui peut aider, vous comme modifiez. tous les, un peu Ouais, comme tous les recorders, faut pas ouais. le prendre au pied de la lettre, On mais ça, accélère un tout petit peu, François. pour finir juste sur notre offre, hein, sur Mm. les 3 parties. Donc, comme sur la mise en place du centre de service, donc là, il y a une offre là, sur laquelle on peut faire une offre, non pas au forfait, mais je ne sais plus le terme, En en capacitaire. capacité Ouais. contrôlée, Mm. capacitaire, mais qui est, Mais disons que dans un premier temps, on fait toujours un diagnostic, une étude de faisabilité. Voilà. Ne serait-ce que parce que bah voilà, vous voulez voir un peu plus dans le détail, c'est tout à fait normal. Et puis il faut qu'on discute avec vous aussi où il pourrait y avoir le plus de gains. Voilà. Hein. Donc ça, c'est une première étape qui fait grosso modo une dizaine de jours. Voilà, on fait un forfait pour faire simple. On est à peu près on est à 8 000 euros hors taxe. Et puis après, de combien ça coûte tout ça? Bah, nous, on estime que finalement, si vous avez, vous voulez faire ça sur un ERP ou vous avez déjà fait ça sur un ERP, euh, bah, reprendre les tests. Alors bon, c'est, ça dépend si vous les faites. Alors les reprendre, ça peut être un peu différent, mais si c'est pour le faire, en fait, ça va vous coûter 60% du temps que vous passeriez, comment dire, en mode papier. Voilà. Et donc sur l'écriture en elle-même, vous n'allez pas forcément gagner. Enfin, après, vous allez peut-être me dire en fonction des capacités de check, là, peut-être que vous allez me dire, finalement, je peux faire des scripts qui sont meilleurs. Donc ça, c'est à voir. Hein. Et puis surtout, vous allez gagner dans la fiabilité de vos fiches de test parce que déjà, vous allez les exécuter. Donc vous allez voir tout de suite si ça marche. Vous allez gagner dans l'analyse des fiches de test exécutées. Et évidemment, vous allez gagner ensuite dans le maintien en condition opérationnelle, puisqu'une fois que votre fiche de test elle est mise au point, bah vous lancez les runs, et vous posez pas de questions, voilà, vous mettez ça dans un pipeline et puis voilà quoi. Hein. Et donc du coup, ce qui fait que la validation, le maintien en état validé, bah il va vous coûter beaucoup moins cher. Ouais. Et je pense que c'est une vraie Voilà, c'est une vraie solution pour tous les gens qui ont des applications cloud et ils savent pas trop en fait si les fournisseurs ce qu'ils font, s'ils font des mises à jour, pas des mises à jour. Bon, voilà. Sur les ERP, tout le monde n'est pas cloud, hein, loin de là. Mais il y a des systèmes qui sont basés sur Salesforce. Il y a des systèmes de PV qui sont full SaaS. Enfin bref, le nombre d'applications SaaS, il y en a pas mal. Et puis sinon, bah, vous pouvez le faire effectivement sur des applications on-premise hein, aussi. Ça, il y a pas de problème. Est-ce qu'il y a, je crois que c'est notre dernier slide, François? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a des questions?
On a été un peu Vous pris par le temps, je suis désolé. n'auriez pas encore posé. Alors c'est toujours la. Il suffit de lever la main là, puis à ce moment-là, j'ouvrirai le micro. Et puis parce que là, généralement, quand vous avez une question, vos collègues en ont une aussi. Alors, qui est-ce que j'ai? Ok, Kevin. Bah, Kevin, je t'ouvre ton micro. Ouais. Alors, ouais, par Oui, contre, voilà. Oui, on vous t'écoute. m'entendez? Ouais. Oui, Oui, bonjour. Merci pour la présentation, très intéressante. En fait, je voulais savoir si votre solution était déjà utilisée par d'autres entreprises, en particulier les entreprises du milieu pharmaceutique, pour savoir Alors, si elles ont déjà subi des inspections ou des audits internes. très honnêtement, pour l'instant, non. Je peux pas vous le dire, je peux pas vous le garantir. Voilà. Je vais être complètement transparent. Et Ok, c'est pas notre volonté de vous raconter des cracks. Hein, voilà. Donc surtout pas. voilà. Aujourd'hui, on en est là. Et moi, je suis convaincu que il y aura une prime à celui qui se lancera le premier. Voilà. Bon, vous avez vu, d'accord. hein. Dire quand vous faites les checks qu'on vous a montré là, bon. Bon, Mm. Oui, très bien. Alors, j'ai une autre question. Ok, non, c'est juste une remarque. Ok. Mm. Mais en tout cas, pour aller dans le sens de ta question, c'est vrai que avec le GAMP5, avec le CSA et tout, enfin voilà, là, il y a tout pour y aller, quoi. hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Samy, peut-être ouais, je trouve ton micro, Samy. Par contre, c'est ton micro qui est. Ah, Oui, voilà. bonjour. Ouais. Bonjour. Donc merci pour la présentation. J'ai une question assez rapide. C'est au niveau de l'infrastructure. Est-ce que toutes ces solutions-là sont hébergées sur le cloud ou est-ce que vous avez aussi des solutions on-prem? Les deux sont Alors, possibles. Mm. hmm, Ok, ça de base, on le propose en SaaS, mais s'il y a besoin, oui, ça peut être déployé on-premise. ok, merci. Mm. De rien. Est-ce qu'il y a une autre question? Pour l'instant, j'en vois pas arriver. Bon. Bah, écoutez, merci à tous. Bon, N'hésitez pas à revenir vers nous pour voilà, en discuter un petit peu plus, hein. bon. En Euh, tout cas, voilà, Moi, nous, on je croit pense vraiment que qu'il y a. ça va être vraiment voilà, l'application. Enfin, bon, l'IA va aller partout, hein, ça c'est sûr, mais dans la validation, ça y est aussi, quoi. Voilà, maintenant ça c'est clair, quoi. Hein. Voilà, nous, on croit vraiment beaucoup à ces solutions-là qui sont vraiment très, très puissantes. Bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a Ah pas bah, de questions, j'imagine que vous êtes complètement convaincus, donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Allez, bonne journée à vous. à Merci, au revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.